question qui maintenant va revenir beaucoup dans cette série. Alors, si tu étais ton propre manager, Anne-Valérie, quel manager souhaiterais-tu être avec Anne-Valérie? Quels seraient les conseils, les exigences que tu aimerais donner à Anne-Valérie? Si j'étais mon propre manager, je pense que j'essaierais d'organiser les conditions pour créer de l'initiative, de l'engagement et de l'envie de faire. En tout cas, c'est ce que moi j'ai essayé de faire avec mes équipes au fil du temps et ça a plutôt bien fonctionné au regard notamment des innovations qui ont été émises par mes équipes et je trouvais que c'était des points très très importants. On n'est plus, me semble-t-il, avec ces notions justement de porosité entre la vie professionnelle, la vie privée, entre nos attendus du sens au travail, qui ne sont pas ni l'ergonomie de notre bureau face à l'ordinateur seulement, ni la convivialité avec les collègues seulement, mais vraiment, moi ça j'en suis persuadée, le sens du travail, l'utilité du travail, le choix de ce qu'on veut faire et pour qui. Et même aujourd'hui, dans le monde académique, on se rend compte que le sens au travail, il dépasse juste ce qu'on fait, nous, toi et moi, au quotidien, mais ça va aussi dans le sens de qu'est-ce que mon entreprise fait elle-même pour la société, qu'est-ce que mon pays fait pour le plus global, etc., etc. Les jeunes générations nous challengent par rapport à ça. Ils l'ont dit beaucoup plus directement que ça. Et je pense que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus transversal, et peut-être que le Covid, là aussi, l'a un petit peu accéléré. C'est possible. En tout cas, moi, ce que je me dis, c'est dans ce contexte, c'est en tant que manager de moi-même, je ne me suis jamais posé cette question, je dois dire, mais merci de me la poser. Je pense qu'il y a une notion de confiance déjà importante et de comment poser ce cadre de référence qui va faire que j'ai envie d'essayer, j'ai envie de proposer. C'est Nelson Mandela qui dit que tant que ça n'a pas été fait, eh ben, évidemment que c'est impensable puisque ça n'a pas été fait. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher d'essayer. Mon frère habite en Afrique du Sud, donc pardon, voilà, c'est un peu dans mes références et j'apprécie évidemment Il y a des modèles. Beaucoup. Et donc du coup, ce que je me dis, c'est comment faire en sorte de créer des innovations et pour ce faire, d'être dans un cadre de référence qui le permet. Les anciens managers sous l'angle voilà où on doit aller sans expliquer pourquoi. Voilà comment tu dois y aller. Et en général, avec un décalage entre les moyens et les ambitions qui peut créer du stress, de ce qu'on appelle l'inverse de la qualité de vie au travail, les RPS, les risques psychosociaux, etc. En tout cas, un impact sur la santé au travail qui peut être très négatif. Donc, et qui disent à la fin, j'évalue les résultats, je ne comprends pas, ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est l'inverse de ce dont on a besoin aujourd'hui. Je vais te donner un exemple. Nous, sur les questions le métier de facteur, qui est un métier qui a été mais complètement bouleversé avec la chute du média courrier en tant que tel, face à l'Internet, mais qui s'est réinventé complètement à partir d'abord de produits hybrides, la lettre recommandée que tu fais sur ton ordinateur et qui t'envoie ensuite par les facteurs, mais aussi avec notre filiale Digipost, par exemple, les coffres forts électroniques, avec le tiers de confiance, qui est fondamental pour nous. Ce métier s'est complètement réorienté vers les services de proximité. Il était utile dans le tissage de liens humains par le passé, depuis le XVe siècle, on a une certaine expérience, et il sera utile demain parce que ce tiers de confiance qui est le facteur, qui peut aller au domicile des gens pour avoir des informations, je ne sais pas, sur l'électronisme. Par exemple, on a fait des questionnaires avec le SICOVAL grâce au travail de Freya Games sur un certain nombre d'éléments pour aller voir quelles sont les personnes les plus éloignées, comment on peut les accompagner. On a fait des actions avec les missions locales, je crois que c'est dans l'Est de la France, pour aller chercher les jeunes qu'on appelle les invisibles, qui ne passent plus la porte des pôles emploi, par exemple. Eh bien, c'est des services de proximité, les portages de repas en zone de revitalisation rurale pour les seniors. Voilà, il y a plein de nouveaux métiers qui restent sur les valeurs et sur l'identité du facteur, et donc autour du lien humain, au sens du lien entre les humains, comme c'était déjà le cas au XVe siècle. Les modalités ont changé, mais l'évaluation et la manière de manager est importante. C'est-à-dire on a réussi, je crois, collectivement, à
au fur et à mesure à garder un fil rouge dans le sens des actions de la Poste, et là, au cas particulier, dans le sens des actions du facteur, dans son importance, dans son rôle, dans la fierté à faire ce métier-là, même si les modalités ont changé parce que la société évolue, évidemment. Et on a pu, même dans l'évaluation annuelle des équipes, faire entrer en considération des thématiques autour de le transfert des compétences pour les remplaçants pendant les périodes estivales ou pour les alternants, parce qu'on en accueille autour de 500 chaque année ici en Occitanie, par exemple. Donc, on a à la fois mis en place, me semble-t-il, des modes de management bienveillants et arc-boutés sur le sens des missions des collaborateurs. On a ensuite travaillé sur une évaluation qui soit la plus utile par rapport aux résultats en termes de posture, d'évolution des compétences, en termes aussi de levier de force de proposition, comme je te disais, vis-à-vis de moi-même. Et puis, au-delà, on a aussi travaillé sur une implication la plus forte possible des collaborateurs. Là, par exemple, dans les travaux qui ont duré 1 an pour la raison d'être du groupe La Poste, en plus de 4000 parties prenantes partout sur les territoires, y compris évidemment à l'externe sur les attendus qu'on pouvait avoir par rapport à La Poste. Donc voilà, on essaie de faire quelque chose, et c'est ça, je trouve, la meilleure manière de manager aujourd'hui, pour répondre à ta question, en tout cas par rapport à moi, et j'espère par rapport à mes équipes de la même manière, donner du sens et favoriser l'initiative et l'engagement. Et dans ce cadre-là, il y a la partie qu'on a un peu évoquée tous les deux, qui est le fait que moi, je pense vraiment, au-delà que La Poste veut ressembler à tous ses clients, et c'est bien normal, parce que tous les Français sont nos clients d'une manière ou d'une autre, je pense vraiment que la diversité des profils dans une équipe fait la force du collectif, que ce soit dans l'entreprise, en intercollectif, dans du partage d'expériences. Et quelqu'un qui a développé des compétences dans le monde du sport, dans le monde de la culture, dans le monde du militantisme associatif, va apporter une manière d'être, une manière de faire différente, et c'est une richesse. De la même manière que toutes les personnes un petit peu, on pourrait dire, éloignées ou spécifiques, je pense personnes en situation de handicap, aux aidants, qu'on a un peu évoqué, sur lesquels on peut revenir. Par exemple aussi les femmes dans les métiers qui étaient des métiers peu mixtes, nous les métiers de la logistique par exemple, le fait de s'être posé la question de comment faire venir des femmes sur ces métiers-là, en termes d'équité de traitement, c'est quand même la moitié de l'humanité, eh bien on a réfléchi à des outils. Par exemple, on appelle ça des cocottes en logistique chez nous, mais c'est des grands contenants sur roulettes dont le fond remonte au fur et à mesure qu'on enlève les colis, c'est de plus en plus léger. Donc, les femmes ont pu faire ce port de charge lourde qu'elles ne pouvaient pas faire avant, c'est tout bête, mais ça n'a pas été utile qu'aux femmes, et tant mieux, ça a été utile à tout le monde parce que ces messieurs, dont la maladie professionnelle, à côté des morsures de chiens et des chutes en mobilette, étaient aussi les troubles squeletto-musculaires, eh bien, ont eu des impacts très positifs. D'accord. On comprend et ça a vraiment du sens. Et tout ce que tu dis, d'une part, résonne vraiment dans la raison d'être de la Poste que tu nous as présentée. Et puis d'autre part, répond déjà, je dirais, en partie, en grande partie à la question que je te réservais, la suivante, qui est quels sont tes enjeux et objectifs pour ce fameux monde de demain. Comment presque en synthèse, parce que tu nous as dit déjà, tu as expliqué toutes les valeurs et comment on pouvait rebondir du manager jusqu'à la raison d'être de l'entreprise. Donc, si tu avais quelques objectifs très synthétiques à mettre en avant pour ce fameux monde d'après. Alors, en synthèse par rapport à la Poste, je trouve que le plan stratégique en lien avec la raison d'être qu'on vient de construire est intéressant et nous fixe en fait un rail, quelque part un fil conducteur dans ces objectifs-là. Donc en fait, la Poste veut être, je cite, c'est engagé pour vous, donc les clients, la société. Enfin, moi, je l'interprète déjà de manière très, très large, très concrètement. La Poste veut être humaine et digitale, verte et citoyenne, mais surtout au service de la société tout entière pour sa transformation. Par exemple, je vais revenir sur une illustration et après je clôt avec ma vision propre un peu plus large qu'en tant que professionnelle seulement. Quand la Poste s'est lancée dans la formation des facteurs à l'écomobilité,
c'est-à-dire à comment construire, comment conduire les véhicules, la première flotte électrique, hein, il faut le savoir au niveau français, voire même au-delà à mon avis, mais comment on peut conduire mieux pour qu'il y ait moins d'accidents déjà, parce qu'évidemment ça c'est important, pour économiser du carburant, donc économiser du CO2, enfin voilà, c'est un cercle vertueux. Eh bien, on se rend compte que en formant les 65 000 facteurs et l'ensemble des autres postiers, hein, d'ailleurs, mais parlons que des facteurs parce que c'est eux qui l'exercent tous les jours, les facteurs rentrent chez eux, eh bien, ils ne conduisent pas différemment leur véhicule personnel. Ils continuent à conduire de cette manière-là. Ils en parlent autour d'eux, ils en parlent à leurs amis, à leur famille, et il y a comme ça un cercle vertueux qui s'instaure et qui fait que la Poste, légitimement, me semble-t-il, est fondée, comme sur d'autres thématiques environnementales, par exemple, hein, sur l'énergie dans les bâtiments, par exemple, ou des choses de ce type, à dépasser ses propres frontières pour avoir un effet un peu levier sur la société. C'est ça que je veux juste illustrer. Et de la même manière, moi, je trouve aujourd'hui, donc à titre personnel, que les différentes facettes de ma vie, par exemple, maman de 3 enfants, professionnelle de la Poste un peu à temps plein, et en même temps en train de finir une thèse, et puis plein d'autres sortes d'intérêts sociaux et amicaux et familiaux, et heureusement, ces pans de ma vie sont de moins en moins cloisonnés. Il est de plus en plus naturel de passer de l'un à l'autre. Et cette porosité est une richesse qui était peut-être un petit peu moindre avant le Covid, parce qu'elle est peut-être plus assumée de ma part, mais sans doute, et en tout cas c'est ce que je constate, plus assumée de manière globale, parce que les compétences, les savoir-être, et vraiment moi je crois beaucoup au cadre de référence différents. Tu parlais en tout début des typologies de managers, un manager plus citoyen, un manager plus gestionnaire, un manager plus stratégique. Eh bien, ces typologies de qui on est sous l'angle professionnel rejoignent plein d'autres typologies de qui on est sous l'angle social, familial, personnel. Et cette diversité, cette richesse, moi j'aime beaucoup le terme altérité, fonde un contrat social un peu différent, qui n'est plus seulement le monde professionnel, le monde politique, le monde associatif, la sphère familiale, mais qui, à mon avis, enrichit en fait chacun des mondes, entre guillemets. Alors, il y a des auteurs qui s'appellent Boltanski et Thévenot. Si un jour vous avez envie d'aller regarder dans le détail, je trouve ça passionnant leur définition de ces différents mondes, et ils montrent bien que la porosité entre ces mondes est une richesse pour chacun d'entre eux. Et c'est l'objet de ma thèse, pour vous dire à quel point ça m'intéresse. Je crois que tu incarnes vraiment cette capillarité entre toutes ces sphères et cette capacité à capitaliser sur tous ces plus. Alors, justement, pour vraiment profiter de ton expertise, en quoi les parcours de vie complexes, les profils atypiques, peuvent-ils être des ressources pour l'entreprise? Tu l'as un petit peu évoqué, mais je me permets de te reposer la question. Ils en font la richesse comme ils en ont fait le risque par le passé. En fait, c'est ça qui me paraît important à avoir en tête. C'est-à-dire que si on revient à cette notion de l'entreprise, la firme dont je parlais, c'est une espèce de boîte noire où il se passait des choses peu claires, bien cloisonnées. Dans ce mode de fonctionnement-là, où on parlait d'un produit en fait qui était à destination de consommateurs qui n'avaient pas le choix, on était dans un mode de fonctionnement où il fallait que le produit soit le plus formaté possible, le plus homogène possible pour être vendu, dans la plupart des cas, à une masse de consommateurs les plus identiques possibles. On est complètement sorti de ce mode de fonctionnement, et aujourd'hui, et c'est du coup, ça change aussi la coloration de ce qu'on attend des collaborateurs, et j'allais dire, mais tant mieux, on est dans une configuration où c'est l'inverse, c'est-à-dire on a davantage de consommateurs, d'usagers, de citoyens, on les appelle exactement comme on veut, qui ont une demande individuelle par rapport aux produits et en particulier par rapport aux services. Donc l'entreprise, si elle veut être en capacité de répondre à ces demandes de plus en plus hétérogènes, elle est obligée d'avoir une vision qui est beaucoup moins formatée et beaucoup plus hétérogène.
Quand on dit que l'entreprise veut ressembler à ses clients, c'est parce qu'on parle davantage si on a des spécificités, des codes qui se comprennent avec des catégories, je vais dire, de clients, voire des individus à côté des autres, des clients. Et pour faire ça, on a besoin de sortir d'un formatage de fonctionnement et à l'inverse, d'être dans ce que je disais un peu tout à l'heure, de manière girondine, un peu comme ça, théorique, mais qui est de partir des besoins d'un territoire ou d'un besoin spécifique d'une catégorie de personnes pour imaginer un produit, un service, voire, et c'est là que ça devient intéressant, ces profils très différents, au-delà seulement de ce qu'on est capable d'articuler à l'intérieur de l'entreprise, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'inclusion numérique d'Occitaline. On est amené, et à la Poste, on a des partenariats spécifiques qu'on appelle l'Alliance dynamique, avec des partenaires de l'ESS sur des domaines très diversifiés, à soit coordonner des offres, par exemple de la Poste ou d'une association spécifique, je pense au groupe SOS par exemple, avec lesquels on travaille pour de l'accueil en zone de revitalisation rurale et des tiers-lieux. Je pense à l'ADMR, avec lesquels on travaille sur des questions de portage de repas. Je pense ici en Occitanie à tout un tas de structures associatives. Il y en a une très récemment là dans le Lot, où on est en train de mettre en place un espace numérique avec un relais poste, avec un acteur de l'ESS. On articule des services ou des produits que les uns et les autres, on peut avoir pour en faire une innovation parce qu'on les articule ensemble et qu'ils correspondent à un besoin de territoire particulier. Et même, on peut aller, mais il faut des visions très différentes de collaborateurs, d'où la richesse de tous ces profils-là. Et des fois, ça dépasse même l'environnement de l'entreprise et ça explose les frontières de l'entreprise avec des acteurs avec lesquels on n'aurait pas forcément coopéré par le passé, mais où on se rend compte qu'on va pouvoir ensemble inventer des choses même nouvelles, pas seulement de l'articulation de business en commun pour un besoin de territoire, parce que sinon le business, ça ne fonctionne pas si ce n'est pas un besoin de toute manière attendu, mais ça peut aller bien au-delà. Je vais te citer un exemple sur l'Hérault, où on a travaillé sur des questions autour d'un tiers-lieu qui s'appelle Via Vino et qui vise à réconcilier, on va dire, une agriculture de proximité avec des espaces de coworking et une gouvernance citoyenne. Et bien, la Poste a travaillé avec les acteurs du territoire par rapport à leurs projets et on a amené ce qu'on pouvait amener comme d'autres acteurs ont pu l'amener. Donc, ce n'est pas seulement la richesse des profils diversifiés dans l'entreprise. Pour moi, c'est la richesse des profils tout court dans l'entreprise, certes, parce que c'est maintenant incontournable dans les nouveaux modes de consommation et dans l'attractivité des territoires. Et donc, le développement des territoires, c'est le développement aussi des entreprises. Il ne faut pas se tromper. Ça va dans le même sens. Cet objectif, il est partagé. Et aussi, cette nouvelle modalité d'articulation à des acteurs très différents. Je parlais d'Occitaline tout à l'heure, donc labo d'inclusion numérique ensemble en Occitanie, des opérateurs de services publics, des collectivités territoriales, des acteurs de l'ESS, la Poste. Et tout ce beau monde arrive à faire quelque chose qui ressemble à une gouvernance un peu collective sur un projet partagé et un bien commun, partagé de toute manière, parce que les individus que nous sommes vivons ici et maintenant.